It's Coffee Crime. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez lourde. Va falloir vous accrocher parce que aujourd'hui on va parler de la mort de Tupac, mais pas que de sa mort, mais de tout ce qui a mené à sa mort. Donc ça va nous ramener assez loin dans l'histoire. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible, même si c'est pas vraiment possible en fait, toutes les embrouilles qui ont conduit jusqu'à ce règlement de compte concernant Tupac. Notorious, on fera ça un autre jour, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et c'est encore autre chose. Je vais vous introduire donc tous les protagonistes de l'histoire, y compris notre cher, entre guillemets, P. Diddy, le rôle qu'il a eu dans tout ça, ou le rôle qu'il aurait eu dans tout ça. C'est une histoire quand même assez complexe qui a mené donc à cette tragédie de 1996 entraînant la mort de Tupac à Las Vegas. Pour commencer, je vous présente Suge Knight. Alors Suge Knight, voilà, le patron de Death Row Records, maison de disques où était donc Tupac. Eh bien, on va déjà commencer par lui et on va remonter le temps lorsqu'il était encore étudiant. Alors il a grandi à Los Angeles et c'est là qu'il a fait la connaissance d'un certain Keffe D. Alors Keffe D, c'est, on l'appelle tous Keffe D, c'est celui donc qu'on a arrêté il y a un mois pour le meurtre de Tupac. Donc ils ont grandi ensemble dans le même secteur, mais Suge Knight ne faisait pas partie d'un gang. Or Keffe D, oui, très tôt, vers l'âge de 13 ans à peu près, il a intégré un gang qui était le gang des Southside Crips. Et Suge Knight, lui de son côté, il a grandi dans un quartier où il y avait principalement le gang des Bloods, mais il n'en faisait pas partie. Et comment donc il a connu Keffe D? Tout simplement en jouant au foot. Voilà, ils jouaient au foot ensemble. Suge Knight a d'ailleurs obtenu une bourse pour intégrer l'université du Nevada, où il a donc pu jouer au football, et ce pendant 2 ans, avant de revenir à Los Angeles. Et c'est d'ailleurs pour ça que Suge a ouvert plus tard un club à Las Vegas, qui s'appelait donc le 662, parce que voilà, il y a vécu 2 ans, donc il aimait beaucoup Las Vegas. Mais retour donc à Los Angeles. Suge Knight commence à traîner avec un groupe qui s'appelle les Pyrus. Alors les Pyrus, c'est un sous-ensemble de la grande alliance des gangs Bloods. Donc voilà, il y a des gangs principaux et des sous-groupes en fait, mais qui appartiennent au grand groupe. Donc là en l'occurrence, vu que son quartier d'enfance c'était un quartier dirigé par les Bloods, et bien là quand il est revenu après ses études, il a commencé à traîner avec les membres du gang Pyrus. Donc il faisait partie des Bloods. Il a également commencé à monter son propre label en embauchant donc des membres des Bloods, et il a rencontré Tupac en 1989. C'était au Greek Theater. À cette époque, Tupac faisait partie des Digital Underground et il était danseur. Et là rentre en scène un certain Pat Johnson. C'était un mania de la drogue, également le patron de Keffe D, et du fin fond de sa prison, parce qu'il avait été arrêté pour trafic de drogue, etc. Eh bien, il a demandé quand même à Keffe D de financer le label de Suge Knight. Il voulait investir dans la musique, donc il lui aurait donné 500 000 $ afin de l'aider à créer donc le label Death Row. Alors rapidement quelques mots sur Suge Knight. Il est assez réputé pour être un énorme bully, un type atroce en fait, qui menace les artistes afin de signer avec eux. Et un qui en a fait les frais, il s'agit du rappeur Eazy-E. Eazy-E faisait déjà partie d'un label qui s'appelait Ruthless Records, et il avait d'autres artistes dans ce label, y compris Dr. Dre, et Suge voulait débaucher Dr. Dre pour le ramener dans son label. Pour cela, un jour, il a donné rendez-vous à Eazy-E dans ses locaux. Le prétexte était juste un simple rendez-vous afin de parler contrat, etc. Sauf que Eazy-E, quand il s'est pointé au rendez-vous, il s'est retrouvé dans une espèce de guet-apens, ni plus ni moins. Ils ont fermé la porte. Il y avait donc Suge Knight avec également des membres des Pyrus, et ils l'ont menacé de signer donc des contrats qui libérait Dr. Dre, mais encore d'autres artistes tels que D.O.C. et également Michelle Lay. Bon, il était un peu coincé Eazy-E, mais il a fait une fausse signature sur les contrats et il a pu repartir sans se faire tabasser. Et là, c'est important de noter que Eazy-E faisait également partie d'un gang, parce qu'au-delà d'être rappeur, il était également trafiquant. Et lui, son gang, c'était les Southside Crips, dont appartient également Keffe D comme membre. Et à cause donc de ce qu'a fait Suge Knight, étant donné que Eazy-E était très apprécié par son gang, et bien là, ça va commencer la haine entre les deux gangs, donc entre les Pyrus
aka les Bloods, contre les Southside Crips. Et ça allait loin, hein. Eazy voulait même carrément tuer Suge Knight, mais c'est son manager qui l'en a dissuadé. Finalement, il a fini par libérer Dr. Dre, Diddy aussi et Michelle Lay. Ils sont allés rejoindre Death Row. Et Keffe D, dans l'histoire, bien lui à la base, il faisait donc bien partie des Southside Crips, mais il voulait pas rentrer dans les histoires. Il connaissait Suge Knight depuis longtemps, donc il préférait rester neutre dans cette haine entre les deux gangs. Concernant P. Diddy, dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'il fait lui de son côté? Il va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Eric Van Zip, qui était un trafiquant, un businessman, mais qui traînait aussi, qui avait des connexions dans le milieu de la musique. Et lui, justement, c'était un partenaire de deal, slash pote de Keffe D. Et comment P. Diddy s'est retrouvé avec un trafiquant? Grâce à son père, grâce entre guillemets, puisque bon, lui, les relations. Mais oui, c'était le père de P. Diddy qui connaissait ce fameux Zip. Donc c'est comme ça qu'il a fait sa connaissance. Et c'est également donc comme ça qu'il a rencontré Keffe D en 1991. Et à cette époque-là, P. Diddy travaillait chez Uptown Records. Il n'avait pas encore son label Bad Boy. D'ailleurs, Keffe D lui a même loué sa Cadillac pour un clip. C'était le clip avec Usher. C'était en 1994. Et quand même important de souligner qu'à cette époque-là, P. Diddy ainsi que Tupac s'entendaient bien. Il y a des photos qui ont été prises où on les voit dans les mêmes soirées. Il n'y avait aucune animosité entre eux. Apparemment, tout le monde s'entendait bien, y compris avec Suge Knight. Il a donc démarré son propre label Bad Boy Records, P. Diddy. Alors, P. Diddy et Notorious, c'est New York, alors que Suge Knight et Tupac, c'est Los Angeles. Donc comme je vous dis, Suge Knight et Tupac s'entendaient bien avec Diddy et Notorious, mais quand le premier album de Notorious est sorti, signé donc Bad Boy Records, il a tout raflé. Suge avait déjà des bons artistes, il avait Snoop Dogg, Dr. Dre, donc, mais là, Notorious, il a déclassé tout le monde à tel point qu'on l'appelait le prince de New York. Du coup, Suge Knight a demandé une faveur à P. Diddy et il était en droit de la demander parce qu'à chaque fois que P. Diddy se rendait à Los Angeles, Suge Knight lui offrait une sorte de protection. Donc il y avait des membres de son gang, donc les Pyrus, qui veillaient sur eux lors de leur déplacement, tout ça. Du coup, il a demandé une faveur à P. Diddy, lui a dit: est-ce que tu peux faire venir Notorious Big dans un de mes clubs là pour qu'il se produise, mais tu me le fais gratos quoi. P. Diddy a dit: ah bah non, faut que tu nous payes quoi. Bon, normal, Suge l'a pas très bien pris parce que toutes les fois où justement il a assuré la sécurité sans le faire payer, la gars t'abuses quoi, tu pourrais au moins m'offrir ton artiste pour une soirée. Diddy, non, tu payes quoi. Bon, autant vous dire que là, Suge a chopé le mort contre Diddy. D'autant plus que le succès de Notorious est en train d'éclipser son succès à lui, avec ses artistes, donc Death Row Records. Ça va pas, il a eu la haine, donc il s'est mis en tête de ridiculiser P. Diddy et de faire encore mieux que Notorious. Et le seul, selon lui, qui aurait pu détrôner Notorious, c'était Tupac. Sauf que Tupac, à ce moment-là, est en prison. Donc faudra attendre un petit peu. When I was in jail, Bad Boy, Puffy was the crown But Don, even though Suge as big as he was and Snoop, at that point, they just with 2 million sales. I want to join the family, Don. Get me out. Mais la guerre est déclarée. Maintenant, Diddy, s'il veut venir à Los Angeles, c'est chaud pour lui parce qu'il s'est mis Suge Knight et son gang Pyrus Bloods, tout ça, à dos. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. I'm the executive producer that a comment was made about a little bit earlier. But check this out. Contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Suge Knight for their accomplishments. You know what I'm saying? I'm a positive black man, and I make music to bring us together, not to separate us, and all this East and West that needs to stop. So give it up for everybody from the East and the West that won tonight. One love. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recontacter le fameux Zip qu'il avait connu grâce à son père et qui lui avait présenté Keffe D en lui demandant du coup si son gang, les Crips, peuvent assurer sa sécurité lorsqu'il se déplacera désormais à Los Angeles. Keffe D va accepter. En plus, Keffe D lui fait une fleur parce qu'il le fait pas payer, parce que payer des gardes du corps du coup ça coûterait très cher. P. Diddy pouvait pas trop encore se le payer à cette époque-là, ou alors il était radin, je ne sais pas, mais toujours dit qu'il a préféré donc s'allier avec Keffe D. Du coup, il devait juste leur donner
des billets de concert afin qu'ils puissent se disperser dans la salle pour jouer les gardes du corps, quoi. Donc ils y allaient à peu près une cinquantaine. Et voilà, donc désormais, tous les déplacements que P. Diddy fera à Los Angeles, il sera protégé par les membres des Crips. Et là, il va y avoir un petit événement qui va partir en cacahuète et qui va alimenter encore l'animosité. Ça se passe en 1995 à Atlanta. On a Jermaine Dupri qui organise une fête pour son anniversaire. On est donc le 23 septembre. À cette fête se trouve Suge Knight et également P. Diddy. Et apparemment ce soir-là, Suge Knight aurait giflé Jermaine Dupri, mais il aurait également giflé P. Diddy et humilié devant tout le monde. Du coup, un peu plus tard dans la soirée, on a Big Jack Robles qui est un proche de Suge Knight qui est en train de parler avec quelqu'un. Et bien là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quelqu'un lui a tiré dessus, il est mort sur le coup. Diddy était à côté, il était pas très loin. Suge Knight, pareil, il était aussi là. Ça se passe sur le trottoir, là, on est dehors. Et pour Suge Knight, c'était Diddy qui venait d'ordonner qu'on exécute son ami. Apparemment, il l'a vu parler à l'oreille de quelqu'un. Donc pour lui, c'est une vengeance ou un coup de crasse. Alors on a Gene Deal, qui est l'ancien garde du corps de P. Diddy, qui dit que c'est pas vrai. Il raconte qu'en fait, Big Jack est en train de s'embrouiller avec un mec par rapport à une femme. Il a mal parlé d'une femme. Du coup, l'autre, ça lui a pas plu. Et c'est comme ça que les coups de feu sont partis, quoi, tout simplement. Bon, toujours est-il que pour Suge, rien à faire. C'est Diddy qui l'a exécuté. Du coup, il s'est juré qu'il le détruirait. Et quelques semaines après, Tupac sort de prison. Il signe donc chez Death Row Records, le label de Suge Knight, et les Pyrus, donc le gang, vont devenir comme une deuxième famille pour Tupac. Il n'a jamais été spécifiquement dit si Tupac faisait réellement partie du gang ou si tout simplement il les fréquentait parce que c'était le gang de Suge Knight. Mais voilà, on ne sait pas. Certains pensent que oui, à cause des tatouages. Il y a plusieurs façons d'interpréter ces tatouages-là, tout comme Thug Life, qui ne veut pas dire le mode de vie des gangsters. Je me souviens plus ce que veut dire la phrase, mais je vous l'écris là. Mais voilà, certains ont juste interprété Thug, quoi, gangster, machin. Apparemment, non. C'était pas le message que voulait faire passer Tupac. Tupac's supposed to have been treated as an artist, not one of the homies. And that's what got him killed. He was acting as if he was one of us, and he was not. And Suge is the main one at fault because he should have told everybody. Under no circumstances do y'all allow him to do anything. We gonna do the fight, we gonna bounce. He could have grabbed Tupac by his motherfucking shirt and told him to sit the fuck down. En tous les cas, pas mal de rumeurs. Tupac et Suge s'amusaient beaucoup quand même à titiller Diddy et Notorious, au point qu'en fait les deux vont coucher avec les meufs des autres. Voilà. Pour l'instant, ils le savent pas encore. Des photos ont été prises, pas compromettantes, mais on les voit en tout cas effectivement avec eux. Oh man, yeah. Ooh, there goes the story right there. Suge was hitting something. He was hitting somebody, I think Puffy's woman. We was all at Pac's house. Boom, boom. Et là, on arrive donc à un autre incident, l'incident Mark Bell. Mark Bell, c'était un promoteur de disques qui était basé à New York et c'était également un pote de lycée de Diddy. Et là, il s'était rendu à une fête organisée par Suge Knight où il s'est littéralement fait tabasser par Suge Knight. Motif ? Eh bien, Suge l'avait déjà approché quelque temps avant en lui demandant en fait de lui donner toutes les informations qu'il avait concernant P. Diddy. Donc, il voulait savoir ses adresses, l'adresse de ses résidences, donc aussi bien à New York qu'à Los Angeles, parce que P. Diddy avait aussi une propriété à Los Angeles. Il voulait même savoir l'adresse de sa mère à P. Diddy, ses téléphones, bref, tout ce qu'il pouvait savoir sur lui. Sauf que ce Mark Bell a refusé, et là donc il l'a coincé à la soirée, il l'a tabassé avec des membres de son gang et tout ça pour lui extirper les infos. Il n'a rien voulu dire. Bon, ils l'ont pas tué, il a réussi à sortir de la soirée, il y a la police qui est venue, enfin bref, voilà, je vous la fais courte. Du coup, quand il est rentré à New York, Mark Bell, il a été s'entretenir avec P. Diddy pour lui raconter ce qu'on lui avait fait et que Suge cherchait à tout prix des infos sur lui. Bon, P. Diddy, qui était déjà un peu parano, là la paranoïa allait monter encore plus haute. On arrive donc le 16 décembre 1995, ça va partir en cacahuète. On a Snoop Dogg et The Dogg Pound qui se rendent à New York pour tourner un clip New York, New York. Et pour Notorious Big, c'était un affront. Parce que, gars de Los Angeles, qu'est-ce que vous venez foutre chez nous à New York? En plus, pour un titre qui s'appelle New York, New York. Sauf que Snoop Dogg et The Dogg Pound, eux, ils voulaient pas d'embrouille. C'était genre, non mais tout ça, nous, ça nous regarde pas, quoi. On n'est pas dans l'histoire, on veut pas d'embrouille, on adore New York. Notorious, on kiffe ce que tu fais.
tranquille quoi, tout va bien. Bon, le problème c'est qu'à ce moment-là, Notorious il a la radio. Donc en plein direct à la radio, il va commencer à chauffer la population de Brooklyn en disant que Snoop et Tupac, alors que Tupac il est pas là, sont à New York et que tout ça donc est un immense manque de respect. Du coup, pendant le tournage du clip, Snoop Dogg et The Dogg Pound se sont fait tirer dessus. Par chance, ils n'ont rien eu. We hear Biggie Smalls on the radio. Red Hook, Brooklyn. Stand up. Tupac and the Dogg Pound shooting a video in Brooklyn right now. I had a great relationship with Biggie, and I felt like we were showing love by doing the video. First scene we shot when we first got there was at Times Square. My daddy walk out the trailer, go to the store. 5 minutes later, pew, pew, pew. On the label don't like that. They like that. Alors, on ne sait pas qui exactement a tiré, mais encore une fois, faut comprendre qu'à ce moment-là, Notorious Big a beaucoup de pouvoir sur New York. Les gens l'adorent. Donc, si Notorious dit à la radio « Brooklyn, levez-vous, on nous manque de respect », forcément, il y a des gens qui vont essayer de retrouver où c'est le tournage du clip et faire des trucs, quoi, pour écouter Notorious. Sauf que tout ça, quand ça va remonter aux oreilles de Suge Knight et de Tupac, vous doutez bien que là, ils vont devenir enragés. Tabasser, ok, humilier, tout ce qu'on veut, ok, mais pas tuer. Or là, c'est tentative de meurtre pour eux. Donc non, ça passe pas. En plus, ils oublient toujours pas que pour eux, Diddy sait qui a tué Big Jake. Admettons, si c'est pas P. Diddy lui-même qui a demandé qu'on tue le pote de Suge Knight, en tout cas, ils sont persuadés que P. Diddy sait qu'il l'a tué, parce que P. Diddy l'a laissé sous-entendre. Donc, tu donnes pas l'info, tu gardes ça pour toi, et en plus, tu tires sur nos copains. Non, 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 non. Pour autant, sachez que Snoop Dogg et The Dogg Pound, ils n'en ont même pas voulu à P. Diddy et Notorious. Ils se sont même revus après. Ils ont fumé des trucs ensemble et tout. Il n'y a pas eu d'animosité, quoi. C'est toujours entre Suge Knight, Tupac et Diddy que ça passe pas, quoi, en fait. Là, ils ont décrété, désormais, P. Diddy et Notorious Big ne mettront plus un pied à Los Angeles sans avoir de gros ennuis. On arrive donc le 16 mars 1996. Il y a un match avec Mike Tyson. À ce match se trouvent Tupac, Suge Knight, tous leurs potes, voilà, les Bloods, les Pyrus, et également Keffe D. Alors à ce moment-là, Keffe D et Suge se revoient. Ils vont se parler de manière cordiale. Apparemment donc pas de soucis finalement. On arrive donc le 29 mars 1996. Là ont lieu les Soul Train Awards à Los Angeles. Sont présents à cette cérémonie Bad Boy Records, donc Notorious Big et P. Diddy, Suge Knight également. Il a même donné une 60aine de billets aux membres des Pyrus pour qu'ils soient présents dans la salle. Se trouvaient aussi à cette cérémonie-là Keffe D et son gang là, les Crips. Ils n'avaient droit que d'avoir accès à la salle et pas à l'entrée des artistes. Cette fois-ci, la police avait interdit aux membres des gangs de ramener les artistes par l'entrée des artistes, donc ils n'avaient pas accès à la porte arrière. Donc pour leur sécurité, P. Diddy et Notorious ne devaient pas traîner trop longtemps à cette cérémonie. Bon, Notorious en plus faisait l'entrée, l'ouverture de la cérémonie à Los Angeles, sur le territoire de Suge Knight. Autant vous dire qu'ils l'avaient très mauvaise. C'est chez eux, quoi. Comment ça, c'est eux qui font ouverture de ça? Carrément, Suge Knight voulait que les Pyrus dégagent Notorious Big de la scène. Sauf qu'ils ne sont pas arrivés à l'heure. Ils sont arrivés en retard. Donc ils n'ont rien pu faire. À un moment donné dans la cérémonie, P. Diddy et Notorious n'avaient plus rien à faire, quoi, là. Donc ils sont partis avant la fin. Ils passent donc par l'entrée des artistes, donc par derrière. La rue, comme je vous dis, est censée être barrée par la police. Aucun gang de quel côté que ce soit n'a droit de venir. Sauf que là, donc P. Diddy sort avec Notorious. Qui les attend là? Suge Knight, Tupac et des membres des Pyrus. Alors, on soupçonne une corruption par rapport à la police pour qu'ils dégagent et qu'ils laissent passer. Donc là, confrontation, insultes, tout ça, etc. entre Tupac, Diddy, Suge, etc. Les deux bandes, quoi. Sauf qu'il y a un des membres de Bad Boy qui a sorti une arme. Et on a un type de la sécurité de Suge qui a conseillé à l'autre de ranger son arme parce que lui aussi il en avait une et qu'il valait mieux pas que ça parte en sucette, quoi. And somebody brandished a gun. Me? Well, before you. Oh. I always say it was Keffe D. Keffe D was definitely there. I never pulled no gun. I wasn't even there with him. I was in the VIP. Et qu'a fait Diddy? Il se serait enfui. Il aurait pris la poudre d'escampette. Il serait parti courir au loin pour aller se planquer sous une voiture, laissant Notorious seul. Enfin, seul. Avec quelques autres types, mais en gros c'est lui qui tenait tête aux autres, donc lui il est resté. Finalement ça s'est calmé, tout le monde est reparti, mais Notorious l'a eu un peu mauvaise quand même après P. Diddy parce que baltringue,
t'es parti, comment ça? Et on a d'ailleurs Gene Deal, donc l'ex-garde du corps de P. Diddy, qui a raconté une petite anecdote sur cette fameuse soirée en disant que P. Diddy était hyper énervé et qui a dit de toute façon je m'en fous de Tupac, je m'en fous de Suge et je m'en fous de Notorious, s'ils doivent mourir, ils meurent, je m'en fous. Ça a choqué Gene Deal, qui parle comme ça de Big, ton pote, celui qui te ramène toute ta thune dans ton label, comment ça tu dis ça? He said, yo, Gene, I got 126 employees, and these people depend on me for their livelihoods. I'm a businessman. I'm about making money. But something gotta change. I don't give a f if Pac gotta die, Big gotta die, or Suge Knight go to jail. Something's gotta change. Bon, suite à cet incident, Tupac va sortir plusieurs titres. Il va y avoir même des clips où ça met un peu en scène justement cette histoire avec des références à Scarface. Pop, please don't kill me. It was Buff's idea. Oh, man, I'm just a rapper, man. Please don't take me out the game. I ain't gonna kill you. Thank you, Pop. Thank you, man. Thank you, man. Bref, en gros, il les humilie. Voilà, maintenant, dans les clips, P. Diddy et Notorious s'en prennent plein les dents. Le titre Hit 'em Up, alors là, c'est l'apothéose. Mais dans ce titre, il va y avoir un petit morceau qui va pas plaire du tout à Keffe D et son gang. Enfin, je dis son gang, mais c'est pas lui le chef du gang, hein, mais vous avez compris, quoi. C'est le gang auquel il appartient, les Crips. Et à ce moment-là également vont sortir les fameuses photos de Tupac avec Faith Evans. Alors, Notorious va voir rouge. Et également des photos de Missa, donc la nana de P. Diddy et de leur fils. A magazine, I don't know if it was a promotional magazine, but it had a picture of Missa and Justin was a baby. And Missa had Justin in her arm and Suge had his arm around Missa. And it said, the title said, what the East Coast won't take care of, the West Coast will. And Puff almost blew a vein in his neck behind that shit. Alors là, pour P. Diddy, c'est trop, quoi. Et en plus, il y a son fils dans le délire. Mentalement, P. Diddy commence à aller très mal. Ça commence à le peser, tout ça. Il donne donc rendez-vous à Keffe D et à Eric Von Zip dans un restaurant à Los Angeles. Et là, il aurait, ça c'est le témoignage de Keffe D, P. Diddy lui aurait proposé $1 million pour se débarrasser de Suge Knight et de Tupac. Et Keffe D aurait accepté. Quelques jours plus tard, on arrive en juillet 1996. Il y a une bagarre qui éclate dans un Foot Locker, dans un centre commercial, entre des membres des Crips et des membres des Pyrus. Deux personnes à retenir, l'associé de Death Row Records, donc l'associé de Suge Knight, qui s'appelle Trayvon Lane, et de l'autre côté, chez les Crips, on a Orlando Anderson, le neveu de Keffe D, l'un des assassins de Tupac. Donc eux deux, ils se sont tapés dessus à Foot Locker, c'est parti en cacahuète, et Orlando aurait arraché la chaîne de Trayvon. Donc c'est un affront d'arracher la chaîne de quelqu'un. Alors là, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit que Orlando n'a pas conservé la chaîne et qu'il l'a donnée à quelqu'un parce qu'au final, c'était de la caillasse à ses yeux. Et il y a une autre version qui dit que non, il l'aurait gardée. Et la troisième version, c'est que non, Orlando lui a jamais chouré sa chaîne. Il l'a gardée, il l'a récupérée en tout cas dans la bagarre. Et voilà. Et là... alors, on ne sait pas d'où ça sort exactement, enfin en tout cas j'ai pas trouvé l'info. Il y a une rumeur qui va commencer à circuler suite à cet incident. La rumeur dit que P. Diddy offrirait une belle somme d'argent à ceux qui iraient chourer les chaînes, les médailles donc, aux membres des Death Row. Donc ça va exciter encore plus les tensions entre les membres des Crips et les membres des Pyrus. Et là ça crée une guerre, parce que selon Suge Knight, l'autre là, Diddy, du fin fond de New York, du haut de sa tour d'ivoire, il est en train de mettre des pions en place pour déclarer une guerre à Los Angeles entre les gangs, parce que du coup, à ce qui paraît, c'est parti assez loin. Il y a carrément eu des fusillades. Donc Death Row, mais également donc les membres de gangs, ont subi donc les attaques des Crips pour leur arracher leur chaîne, pour avoir donc le butin promis par P. Diddy. On n'a jamais su si c'était vrai ou pas. Keffe D, lui, était même pas au courant. On arrive donc au 11 août 1996. On a Tupac, mais également des Outlaws, mais également des membres des Pyrus, et ils se trouvent tous au House of Blues. Il y a un concert qui a lieu. Dans ce concert, il y a Snoop Dogg, LL Cool J, Nas, Kobe Bryant et encore d'autres artistes. Et à l'extérieur du concert, on a Suge Knight, Reggie. Alors Reggie, c'est justement un membre de la sécurité de Suge Knight, ainsi que d'autres membres des Pyrus et des Death Row. Donc, puisque je vous le rappelle, hein, les Pyrus du coup / Bloods travaillent aussi donc dans le label de Death Records. En fait, ils servent de garde du corps. Donc ils sont à l'extérieur et là ils voient arriver Keffe D avec des membres des Crips. Alors certainement pour éviter un bain de sang, il a dit à Keffe D, ah mon pote et
tout, viens, on va discuter. D'ailleurs, à ce qui paraît, des membres des Crips se sont foutus de Keffe D à cause de ça, parce que rappelez-vous, ils sont ennemis. Hein. Ils ont été à une station-service pour discuter. Et là, Suge Knight voulait que Keffe D arrange une rencontre entre lui et P. Diddy afin de parler, quoi. On fait quelque chose, qu'on s'explique. P. Diddy a refusé. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, il y a 2 membres des Crips qui ont ouvert le feu. On sait pas, hein, voilà, comme ça, ils ont perdu patience. C'est pas ce qui s'est dit réellement, mais ils étaient même pas dans la discussion, ils étaient un petit peu plus loin. Bref, ils ont ouvert le feu sur Suge Knight et son gang. Ils ont réussi à s'enfuir. Donc voilà, petite fusillade comme ça, les tensions montent. On arrive quelques jours plus tard. Mike Tyson va bientôt faire un combat à Las Vegas. Keffe D veut y assister avec son ami Eric Van Zip et également des membres des Crips, dont son neveu Orlando. Tupac de son côté, lui, il avait prévu de se rendre à Atlanta parce qu'il avait des soucis de famille, mais Suge lui a mis la pression pour qu'il aille se produire dans son club à Las Vegas. Bon, finalement, il l'a accepté et le 6 septembre 1996, Tupac arrive à Vegas. Il avait des titres à enregistrer, dont un pour Mike Tyson, justement. Il avait aussi un clip dans un garage avec Casey et Jojo. Et Suge Knight, de son côté, il savait qu'il y aurait des membres des Crips à Las Vegas. Du coup, il a fait venir une centaine de personnes, des Bloods, Pyrus, Death Row, etc. à Las Vegas également. Et on arrive donc au 7 septembre, le lendemain. Pac se trouve au MGM Casino. À ce moment-là, il est seul avec son garde du corps. Suge doit venir le rejoindre pour lui donner les billets du match de Mike Tyson qui a lieu le soir même. En fait, la soirée devait se dérouler comme ça. Il y avait le match de Mike Tyson. Ensuite, Tupac allait se produire au club de Suge. Donc là, Tupac, il attend. Mais dans le casino se trouvent aussi plein de membres des Crips. Il y a aussi des membres des Pyrus. Hein. Mais à ce moment-là, je sais pas, Tupac, il les a perdus. Donc il est seul avec son garde du corps. Et selon Keffe D, qui se trouvait aussi là, hein, ils n'étaient pas venus pour Tupac. Eux, ils étaient juste venus pour kiffer le match de Mike Tyson. Hein. C'était le but du week-end. C'était juste profiter des casinos, profiter de Vegas, faire la fête, voir Mike Tyson et basta, quoi. Ils n'étaient pas venus là pour Tupac, Suge ou quoi que ce soit. Limite, on se demande même si le deal de P. Diddy lui est pas complètement passé au-dessus de la tête, quoi. Bon, je vous la fais courte. Ils ont fini par se retrouver, Tupac, Suge et tout. Ils sont allés donc au match de Mike Tyson qui a mis KO son adversaire, il me semble, en 109 secondes. Tout le monde a vu que Tupac, il était surexcité ce jour-là, anxieux même selon certains. Et juste après le match, on voit, il y a des caméras de surveillance d'ailleurs qui ont pris des images, on voit Orlando, donc le neveu de Keffe D, attendre seul dans le lobby. On est toujours au MGM. Les Death Row l'ont vu. Il y avait également le fameux Trayvon, celui dont Orlando a arraché la chaîne. Apparemment, il aurait repéré Orlando aussi. Il l'aurait dit à Tupac qu'Orlando était là. Du coup, on voit sur les caméras hein, que Tupac se dirige vers Orlando. C'est lui qui est en tête de queue. Hein. Il y a tous les autres derrière. Et là, il se jette sur Orlando, mais avant, il lui aurait dit: tu es du sud, et bam, il y a une bagarre qui a éclaté. On voit plusieurs membres des Death Row / Pyrus / Bloods s'en prendre à Orlando, ils l'ont tabassé. La sécurité du casino est arrivée. Orlando a réussi à s'extirper de tout ça, mais il n'a pas souhaité porter plainte. Normal, c'est un mec de gang, pour lui il règle ses histoires à sa façon, et c'est pas la police ou qui que ce soit d'autre qui règle ses histoires. Tupac et sa bande ont fui le casino avant l'arrivée de la police, ce qui a d'ailleurs créé l'émeute, hein. On voit plein de gens dans le casino qui courent de partout pour les suivre, parce que naturellement ils l'ont reconnu. Tupac est retourné au Luxor, il séjournait donc dans cet hôtel-là, il s'est changé, il est redescendu, et sont tous allés retrouver Suge Knight chez lui. Il a une propriété à Las Vegas. Pendant ce temps, Keffe D, il a retrouvé Orlando hein, au MGM. Bon, mais il a raconté à son oncle hein, ce qui venait de se passer. Et là, ça change un petit peu la donne. Parce que, comme je vous dis, hein, ça lui était un petit peu passé par-dessus, finalement, le deal de Diddy, débarrasse-toi de Tupac et tout. Oui, puis finalement, bon. Là, c'est plus pareil. Là, Tupac lui-même s'en est pris à son neveu, donc il en fait une affaire personnelle. Il savait que Tupac allait se rendre au club 662. Tout le monde en parlait, tout le monde le savait. Donc là, on a Eric Van Zip qui aurait fourni une arme
à Keffe D. Il y avait aussi Foxy Brown qui était là. Elle était avec Von Zip à cette époque-là. Et donc il a donné l'arme à Keffe D en lui disant bah tu vas faire d'une pierre deux coups. Tu vas venger ton neveu et récolter $1 million au passage. D'après Keffe D, Von Zip et Foxy Brown, après ils sont partis. Lui de son côté, Keffe D, il est monté dans une Cadillac blanche qu'ils avaient louée avec donc son neveu Orlando qui se trouvait à l'arrière. Il y avait également Terrence Brown, surnommé T. Brown, et également DeAndre Smith. Selon lui, il y avait également un van qui les suivait, ainsi qu'une autre voiture, mais on ne sait pas qui était dedans. Peut-être Von Zip et Foxy, on ne sait pas. Le convoi est donc en route pour le club avec, alors c'est là que Keffe D à chaque fois il a pas donné la même version. La version initiale d'il y a quelques années, c'était d'éliminer Tupac. Plus récemment, il a dit qu'en fait non, il voulait juste aller parler avec lui, régler ça entre hommes. En gros, il voulait choper Tupac et qu'il fasse un tête-à-tête avec son neveu Orlando. Régler ça avec les poings et rien de plus quoi. Ils arrivent donc au club de Suge Knight. Il y avait une longue file d'attente dehors, mais Tupac était pas encore arrivé, donc ils ont attendu. Ils ont attendu plus d'1 heure. Pendant ce temps-là, Tupac donc, il a rejoint Suge Knight dans sa propriété. Et déjà, on a aussi le garde du corps qui dit qu'il n'était pas très confiant parce que ce soir-là, Tupac avait pas voulu porter son gilet pare-balles et même il avait un mauvais pressentiment quoi. Il sentait pas cette soirée. Pour lui, il y avait des trucs que Suge avait ordonné qui étaient pas tellement cohérents niveau sécurité. Bref, en tous les cas, Tupac voulait pas du gilet parce qu'il avait chaud. On est à Vegas, hein, on peut comprendre. Et puis surtout, pour eux, il y avait pas vraiment de raison en fait qu'il y ait vraiment une menace de mort à Las Vegas quoi. C'était pas le lieu. Donc bon, ils ont donc pris la route en direction du club. Il est 22h. À ce moment-là, Keffe D de son côté, il en a marre d'attendre. Ça fait une plombe et demie qu'ils attendent. Du coup, il décide de partir. Et là, il est 22h55 quand on a la dernière photo de Tupac, qui est devenue du coup légendaire, hein, qui est prise. Il est arrêté à un feu rouge avec Suge Knight. Donc à ce moment-là, ils sont que tous les deux donc dans la voiture. Et il y a 3 autres voitures qui les suivent. Et quelques mètres plus loin, il y a d'ailleurs un officier de police à vélo qui va les arrêter pour leur demander de baisser la musique parce qu'il faisait péter la musique à fond dans la voiture. Toute la rue entendait. Ensuite, un peu plus loin, c'est un groupe de filles qui a reconnu Tupac et le groupe de filles a commencé à discuter avec lui. Lui, tout sourire, il a dit bah suivez-nous, je vous ramène au club, je vais me produire là-bas ce soir, venez, suivez. Et il n'a pas été discret parce que pendant le chemin, il était carrément à moitié sorti de la fenêtre pour faire signe aux filles, pour leur parler et tout. Donc tout le monde le remarquait, tout le monde scandait son nom et c'est là que Keffe D qui prenait le chemin inverse du coup l'a repéré. Alors Keffe D, je vous la fais courte aussi, ils ont perdu les autres voitures qui étaient avec eux, hein, donc à ce moment-là il est que avec Orlando, T. Brown et DeAndre, ils sont que tous les 4. Ils repèrent Tupac, ils font demi-tour et ils viennent se placer à leur droite. En fait ce qui s'est passé c'est que normalement il aurait dû avoir la voiture de Tupac, une autre voiture à eux donc du côté droit, une autre du côté gauche, une autre derrière, sauf que comme Tupac avait parlé au groupe de filles, du coup elles étaient venues se mettre à son niveau sur la droite et au moment où Keffe D arrive, la voiture des filles partait, je crois qu'elles lui ont dit on prend de l'avance, on va au club et tout, on vous rejoint là-bas. Du coup la voie était libre sur la droite, donc c'est là que Keffe D s'est garé, enfin je dis Keffe D mais c'était pas lui qui était au volant, lui il était à l'avant mais côté passager. Donc voilà, ils ont eu pleinement accès à la voiture où se trouvaient donc Tupac et Suge Knight et à ce moment là selon Keffe D il y a eu un échange de regards entre Keffe D et Suge. D'un coup Suge a paniqué, là Tupac les a repérés également et Keffe D a changé les versions. Selon lui c'est Orlando donc qui a tiré sur Tupac, donc ça venait bien de derrière. Selon d'autres versions, non, c'est pas lui. C'était normal qu'on attribue ce mérite, encore une fois, à Orlando, parce que c'était son délire à lui, quoi, en fait. Le règlement de compte, là, concrètement, il est entre Orlando et Tupac. Sauf qu'au lieu de faire un tête-à-tête, là, ça part en fusillade. Bon, toujours est-il qu'il est donc 23h15. Il tire 13 balles sur la BMW où se trouvent Tupac et Suge. Tout de suite après, Keffe D et les autres sont partis direct. Ils ont quand même été poursuivis par des voitures de Tupac et Suge, mais bon, ils n'ont pas réussi à les retrouver. Et là, ce qui s'est passé, on comprend pas trop. La réaction de Suge Knight, au lieu de l'emmener à l'hôpital le plus proche, le type, il est parti en roue libre. Il s'est mis à rouler super vite pour se retrouver jusqu'à l'avenue Las Vegas. C'était pas du tout ce qui était le plus logique à faire. D'ailleurs, la voiture a fait un 360 degrés. Ils se sont arrêtés. Il y a la police à vélo qui est arrivée. Ils ont mis tout le monde en joue, donc tout le monde a dû se coucher par terre. Suge hurlait, il y a mon ami, c'est nous les victimes, voilà, c'est pas nous les attaquants. Donc finalement, ils ont vu
qu'effectivement Tupac était dans le véhicule avec plusieurs balles dans le corps, il était encore conscient. Selon Suge Knight, il a même plaisanté avec lui sur le trajet en route et en fait ils n'ont pas réussi à ouvrir la portière. Donc Suge a dû se relever pour ouvrir la voiture. Il y avait également le garde du corps de Pac qui est arrivé, tout ça. Bref, ils ont fini par l'emmener à l'hôpital. Il y est resté plusieurs jours jusqu'à ce qu'il décède. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué de comprendre les réactions de Suge. Pourquoi il n'a pas emmené à l'hôpital le plus proche? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Parce que le fait qu'il aille finalement de l'autre côté de la ville, alors que l'hôpital était pas loin hein, de là où il y a eu la fusillade. Il a fait un détour de malade. Après, le temps que les forces de l'ordre arrivent, leur disent tous lever les mains par terre, face contre terre et tout, et que finalement ils comprennent que c'était pas eux qui avaient initié la fusillade, mais que c'était eux les victimes. Ça a pris du temps. Du coup, après, il a fallu appeler les secours. Ça a encore pris du temps, le temps qu'ils arrivent. Enfin, tout ce temps précieux aurait peut-être pu sortir d'affaire Tupac. Je sais pas. Voilà, là-dessus, c'est le gros point noir. Toujours est-il qu'après ça, Keffe D et les autres, là, de leur côté, ils ont été cacher la voiture dans un terrain un peu vague, enfin, un terrain de construction. Il n'y avait pas encore tous les hôtels qu'il y a aujourd'hui. Ils sont rentrés à leur hôtel faire la fête, comme si de rien n'était. Ils en ont parlé à personne apparemment de ce qui s'était passé. Après, ils sont rentrés à Los Angeles. La voiture de location, ils l'ont repeinte et tout. Enfin bref, avant de la rendre au magasin de location, enlever des preuves, etc. Alors, il y a quand même eu aussi des rumeurs comme quoi il y avait aussi des débris de balles dans la voiture de Keffe D. Sauf que Keffe D dit que non, personne n'a répliqué, ils n'ont pas tiré dessus. Peut-être une des voitures derrière a tiré quand ils les ont poursuivis. Selon Keffe D, non, ils n'ont pas eu de balles et tout. Enfin bref, là encore, il y a deux versions. Le garde du corps a dit que si, il a tiré sur la voiture, mais ça n'a pas été suffisant pour les arrêter. Bref, donc voilà, l'histoire sinistre qui a conduit à cette tragédie. Le rôle de P. Diddy, comme je vous dis, il est obscur, parce que bon, tout ça c'est sur les dires de Keffe D. Hein. Selon Keffe D, oui, P. Diddy voulait éliminer Tupac et Suge Knight parce qu'il avait trop peur d'eux, il en pouvait plus de la pression, etc. Keffe D, lui, de son côté, il a dit oui comme ça, mais finalement c'est plus le fait que Tupac ait tabassé son neveu qui a fait que bah oui, finalement viens, on va le tuer, bien qu'il ait changé de version. Au début c'était ouais, on est allé le tuer à cause de ça, après c'était non, mais finalement on voulait juste régler les choses et tout, nanana. La vraie motivation pour moi, c'est pas l'argent, parce qu'à ce qui paraît, Keffe D avait de l'argent. Il n'avait pas forcément besoin du $1 million de P. Diddy pour régler ça. Donc moi, je pense vraiment que c'est pas à cause de P. Diddy que Tupac a été exécuté. Je peux croire, en tout cas, hein, que P. Diddy voulait leur mort. Oui, ça je peux très bien le croire. Mais pour moi, c'était pas la réelle motivation de Keffe D. Je pense que comme l'a dit Eric Van Zip, c'était genre tu vas faire d'une pierre deux coups, venger ton neveu et au passage t'empoches l'argent. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, de tout ça, c'est que on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Tupac, on sait pas s'il appartenait à un gang. Comme disait Eazy-E, pour lui par exemple, et les Crips, hein, Suge Knight, Tupac, etc., c'était des gangsters de studio. C'était pas des gars de la street, c'était pas des vrais gars de gang, quoi. C'était pas des gangsters. Donc pour lui, peanuts, quoi. Après ce qu'on comprend, Keffe D, Orlando, tout ça, ça aurait été un affront en fait du coup qu'un gangster de studio tel que Tupac se permette de taper sur un membre d'un gang tel qu'Orlando, parce qu'à ce qui paraît, il avait quand même une certaine réputation dans le gang. Donc en gros, il pouvait pas laisser passer ça, quoi. Il fallait qu'il réplique. Parce que d'où tu me touches? Moi, je suis un vrai gars de gang. Toi, t'es juste un rappeur. Reste à ta place. Pour moi, c'est plus une histoire d'ego, en fait, qui a tué Tupac. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser, parce que concernant Tupac, sa vie et sa mort, ce qui s'est passé les jours après tout ça, j'en parlerai dans la vidéo consacrée uniquement à Tupac. Là, c'était vraiment une vidéo introductive, on va dire, de toutes ces histoires. Je ferai aussi Notorious et encore d'autres personnes, également encore P. Diddy par rapport à sa femme Kim Porter, hein. Je vous l'ai dit ça déjà mercredi. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo, elle méritait d'être avant toutes les autres pour vous introduire le paysage, le décor. J'espère ne pas vous avoir perdu. J'ai synthétisé au max. Encore une fois, beaucoup de ce que je vous ai raconté est porté sur les témoignages de Keffe D. C'est le seul survivant hein, aujourd'hui. Ils sont tous morts. Les 3 autres dans la voiture avec lui sont morts. Donc voilà, c'est des témoignages par rapport au garde du corps de Tupac et témoignages de Keffe D. Je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer lors du procès de ce fameux Keffe D. Pourquoi il n'a pas été arrêté avant, tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo sur Tupac. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une vidéo plus légère. On va faire une petite pause, hein, et après on reprendra toutes ces histoires. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.